la partie la plus importante, c'est le personal brand. Pourquoi est-ce qu'on le développe pour chaque personne? C'est parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur, les gens te font beaucoup plus confiance. Et quand ils te font confiance, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile d'établir une relation commerciale Mhm. et donc et aussi de développer ton réseau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Toujours aussi heureux de vous retrouver puisqu'on s'approche très gentiment de la fin de la saison 1. Normalement, si tout se passe comme prévu, on est censé avoir un épisode 12 et puis ensuite clôturer ça. On va faire un petit break d'un mois juste après. Épisode très spécial comme je le dis à chacun des épisodes parce que cet épisode-là je l'ai eu en recherchant du travail. Mais du coup, voilà, je ne m'attendais pas du tout à avoir cet invité aujourd'hui. Et je vais le laisser se présenter dans quelques minutes. Mais avant, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le podcast et qui découvrent sur cette émission, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain, des marques qui sont adaptées aux défis du digital. Sans plus tarder, Guillaume, je vais te laisser te présenter. Salut Eddy et merci pour l'invite. Du coup, je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, un outil qui permet aux équipes commerciales de boîtes B2B de rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018 et aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients dans 85 pays. On a une croissance à 2 chiffres mensuels, on fait plus de 6 millions d'euros de revenus récurrents annuels et tout ça sans lever 1 euro. Ok, super intéressant. Bon bah du coup, tu as déjà donné la date, plus de 3 ans que l'Emlist existe. Je voulais quand même faire un petit retour et commencer par te dire que j'avais vu ton passage sur BFM TV. Et franchement, je trouve que tu t'es bien débrouillé quand même, parce que la télé, c'est pas un exercice simple. Mais voilà, heureusement, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de votre levée déclinée et compagnie. Ça, je vais laisser ça à LinkedIn, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Mais on va parler de comment vous avez fait pour véritablement construire cette marque et cette audience, hein, finalement, que vous avez aussi sur vos différents réseaux. Aujourd'hui au programme, on va parler un peu expérience de marque, mais pas comme le dernier épisode, on va parler surtout point de contact. On va parler aussi un peu de management de marque, notamment de culture, et on va finir par le classique Fast and Curious version brand. Guillaume, est-ce que t'es chaud? Très très chaud Eddy, Très let's très go. chaud, let's go. Ok, commençons par parler un peu de personal branding. Parce que le personal branding, c'est un truc que je vais mettre plus en avant dans la saison 2. On n'en a pas trop eu encore vraiment dans la saison 1. Mais voilà, comme tu es là, on va parler un peu de ce sujet qui est encore peu abordé. Si j'ouvre l'Emlist, là tout de suite, j'ouvre mon Lemlist, je vois ta tête sur la vidéo de présentation. Si Désolé. j'ouvre la chaîne YouTube de l'Emlist, il y a encore ta tête. Si j'ouvre le LinkedIn de la boîte, bah t'es aussi sur le LinkedIn. Et si je regarde à peu près 80% des vidéos de la chaîne Lemlist, bah c'est toi. Voilà, encore une fois. Du coup, ma première question pour toi, Guillaume, c'est que en tant que fondateur, enfin cofondateur avec tes deux associés, est-ce que t'as pas peur de te rendre indissociable de Lemlist? Et est-ce que t'as remarqué des baisses en termes de résultats si jamais c'est pas toi qui produis le contenu? Parce que j'ai vu que vous essayez quand même d'avoir des personnes sur le sujet aussi chez vous. Comment ça se passe tout ça? Ah, c'est une bonne question. En fait, pour donner un peu plus de contexte, nous, la boîte, quand on l'a montée, en gros, on a réussi à passer de 0 à 1 million de revenus récurrents annuels, Mhm. où on était une toute petite équipe, donc on était 5 dans l'équipe, et comme j'étais quasiment tout seul à m'occuper de la partie business, marketing, Mhm. en fait, la raison pour laquelle je suis partout, c'est juste parce que je faisais tout, en fait. Donc, je faisais la partie market, la partie support, donc avec les vidéos d'onboarding, la partie, donc toute la FAQ à la base, c'était moi aussi où je mettais toutes les vidéos pour montrer aux gens comment est-ce qu'il fallait faire. Pour la partie tuto sur la chaîne YouTube, c'était pareil. Enfin, Mhm. et vraiment, j'étais partout parce que juste je faisais tout en fait. Ok. Et petit à petit, il y a des choses qui sont restées, notamment certaines vidéos sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, si tu regardes sur la chaîne YouTube de Lemlist, Mhm. je suis plus du tout présent. C'est d'autres personnes de la team qui s'en occupent. Mhm. Et après, par contre, c'est vrai que sur la partie onboarding, comme en fait, j'ai créé la plus grosse communauté autour des sales automation qui Mhm. s'appelle Lemlist Family. En fait, les gens ont vachement associé mon image à la marque et donc, par conséquent, c'est vrai que sur les grosses annonces, c'est toujours moi qui les fais et je trouve que c'est bien que ça soit le CEO qui le fasse. Mhm. Après, en termes de performance de contenu, aujourd'hui, mon équipe chacun a repris en fait certaines verticales des choses que je faisais comme product updates Mhm. ou sinon la partie peut-être plus tutoriel. Et en termes de performance, on voit que ça fonctionne aussi bien, quoi. Donc là-dessus, ce qui est important en fait, c'est juste de réussir à créer une relation forte avec les gens qui regardent, qui vont aller
ton logiciel, puisque ce qu'on voyait jusqu'avant avant qu'on nous se lance, c'était que les SaaS, donc Software as a Service, Mhm. qui sont des plateformes où tu as ce qu'on appelle le self-service, c'est-à-dire que tu arrives, tu crées ton compte et tu peux directement acheter la solution. On peut penser à des outils comme Typeform, oui, il y en a plein, hein, des Mhm. SaaS, Dropbox, etc. Et en fait, tout ça, c'est très froid, c'est-à-dire qu'on voit pas qui est derrière, qui fait partie de l'équipe, qui a créé tout ça. Et nous, on voulait rendre tout ça beaucoup plus humain. Et donc, c'est aussi pour ça que je m'étais mis un petit peu en avant au tout départ et on a vu que ça fonctionnait très bien, donc on a continué. Ok, ok. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un peu comment est-ce que vous faites en interne pour former tes équipes? Parce que moi, je me mets à la place de, je sais pas, d'un de tes collaborateurs, une collaboratrice qui demain doit reprendre la chaîne YouTube un petit peu sur une série de vidéos qu'on avait l'habitude de voir effectuées par Guillaume. Comment tu fais pour que, bah, je sais pas, ça ait cette petite touche, que ça ait cette éloquence, qui est la formule pour que ça fonctionne aussi bien? Et surtout, est-ce que tu aurais des outils à nous recommander pour arriver à finalement ramp up ces équipes sur la partie contenu? Ouais, c'est une bonne question. Donc déjà, le premier truc que je fais, c'est que je leur montre mes premières vidéos. Mhm. Comme ça, ils peuvent se dire, voilà, bon, c'est pas grave si c'est pas ouf au départ. L'essentiel, c'est de se lancer et de s'améliorer. Donc ça, c'est le premier truc, parce que mes premières vidéos, elles étaient nulles, hein, on va pas se mentir. On passe tous par là. On a tous Euh, commencé quelque part. ouais, c'est exactement ça. Ensuite, j'essaye de mettre des process avec l'équipe sur Notion. Donc Notion, Notion.so, c'est un outil qui est vraiment bien pour centraliser toute la connaissance et surtout aider les gens à reproduire et répliquer les process que toi tu as pu mettre en place pour de la création de contenu. Mhm. Donc nous, on centralise tout et c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Pour les vidéos, après, de toute façon, ça marche toujours en binôme dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui crée les vidéos et quelqu'un qui est là pour donner du feedback Mhm. afin que, avant que ça soit publié, il y ait quand même une partie validation. Et après, on essaye aussi de faire en sorte que, de toute façon, c'est pas grave, quoi. Il faut publier du contenu et il faut des choses qui soient pas parfaites. Et après, en termes d'outils qu'on va utiliser en plus, Loom, c'est généralement un outil qu'on utilise pour faire des vidéos puisque ça nous permet à la fois d'enregistrer notre écran, mais Mhm. aussi d'enregistrer notre caméra, donc la tête, qui fait que ça rend, en fait, les tutoriels beaucoup plus humains et beaucoup plus sympathiques. Mhm. Ok, ok. J'ai toujours vu Loom utilisé surtout bah, pour gagner du temps, plus que ça. Ouais, ouais, c'est Mais je pensais pas que c'était quelque chose qu'on utilisait même à votre niveau, parce que je sais que vous avez quand même un peu de matos en termes de prod, des caméras, etc. ouais, Euh, ça c'est pour une autre partie, mais ouais, tout à fait, ouais. On a aussi ça quand on doit faire des grosses vidéos d'annonces, des trucs comme ça, où là on a un studio vidéo et là tout est fait à l'intérieur. Ok, ok, ça marche. On va continuer un petit peu, toujours sur la partie personal branding, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. Quand je vais sur ton LinkedIn, on voit que tu as à peu près 10 000 abonnés, enfin ça c'est après le ban, donc on va dire qu'avant tu avais je sais pas combien, mais qu'on Ouais, regarde un peu tes équipes, on voit du 5 000, du 9 000, du 10 000, et vous êtes une des rares équipes que je connaisse à vraiment collectivement poster sur LinkedIn, et pas qu'un peu, genre à ouais, poster vraiment sur ouais. LinkedIn. Et du coup ça m'a fait m'interroger. Comment vous avez construit votre stratégie LinkedIn en interne pour pas tous vous répéter sur les mêmes sujets et rester pertinent? Parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de recruter aussi pour bosser sur le personal branding d'un de tes associés. Donc je Ouais. pense que vous êtes un peu dans ce genre de débat en ce moment. Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, déjà, la partie la plus importante, c'est le personal brand. Pourquoi est-ce qu'on le développe pour chaque personne? Parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur, les gens te font beaucoup plus confiance. Et quand ils te font confiance, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile d'établir une relation commerciale Mhm, et donc et aussi de développer ton réseau. Et en gros, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que les gens qui bossent chez nous, ils se développent vachement, ils évoluent à fond. Et pour ça, il faut qu'ils rencontrent de plus en plus de personnes. Et mhm, comme nous, notre outil permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas pour que ça devienne tes clients, bah en fait, tout va de pair, tu vois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'avais construit une personal brand très très forte sur LinkedIn. mhm. J'ai appris énormément au cours des 2 premières années, avant que mon profil soit banni, RIP, et de revenir tel un phénix. Tel un phénix. Et donc, du coup,
J'ai pas mal expérimenté énormément de choses sur le copywriting et le storytelling. Mhm. Et donc, on a mis en place des frameworks et des process pour aider les gens, en fait, à écrire. Et puis après, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire taffer mes équipes sales et marketing en binôme Mhm. afin qu'ils puissent tous développer leur personal brand, leur profil LinkedIn. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien, que les résultats étaient excellents. Et donc, l'idée, c'est donc dans un premier temps de vraiment processiser tout ça. Et Mhm. pour répondre à ta question, comment est-ce que tu fais pour que les gens ne se répètent pas? En fait, c'est juste une question d'apprentissage, en fait, dans le Mhm. sens où aujourd'hui, chacun expérimente une aventure différente lorsqu'il rejoint un Lemlist, tu vois. Mhm. Donc, t'arrives pas avec le même bagage, t'arrives pas avec la même connaissance. Et en fait, l'idée, c'est que chacun puisse raconter un peu sa propre expérience, la partager sur LinkedIn afin de rentrer et tout en apportant de la valeur. Et donc, tu vois, tu vois la personne, Elodie, qui est notre Chief Happiness Officer, Mhm. elle parle des choses qu'elle fait pour le bureau. Les gens dans le support, ils parlent du support ou de leurs expériences passées Mhm. ou des expériences avec les clients. Et en fait, chacun vit sa vie à sa manière. Ok. Et en fait, l'idée de LinkedIn, c'est de retranscrire un petit peu tout ça en partageant ses apprentissages. Et chacun a des apprentissages différents. Donc, ça fait que, au final, personne peut vraiment se marcher sur les pieds. Donc, tu prends, par exemple, Simon qui est arrivé chez nous en septembre. Donc, il y a peut-être 8 mois, un truc comme ça. Mhm. À la base, il avait peut-être 500, 600 connexions sur LinkedIn. Aujourd'hui, il en a 7, 8 000. Il fait des posts qui ont fait un quart de million de vues. Enfin, tu vois, ça va très vite. Et ça, c'est déjà parce que on a bien mis les process en place, qu'on Mhm. arrive à montrer exactement comment faire et qu'il y a aussi l'aide de l'équipe qui permet de faire fonctionner et de faire tourner tout ça, quoi. Ok, ok, ça marche. Je voulais rebondir un peu sur un truc que tu as dit tout à l'heure, et justement, je pense qu'il est très pertinent pour notre audience. C'est, tu disais qu'en développant chacun de manière individuelle le personal branding de tes collaborateurs, bah, du coup, ça vous aide aussi sur la partie plus business à établir des relations commerciales qui soient un peu plus voilà, basées sur de la confiance, etc. Mais il y a toujours un problème quand on fait ce genre de proposition, c'est l'attribution et la quantification. Parce que demain, tu arrives dans une nouvelle boîte, Ouais, tu dis, ok, on va changer la stratégie sur les réseaux sociaux, tout le monde doit poster dans la boîte, les gens ils vont dire, ouais, mais ça rapporte pas de sous. Est-ce que vous arrivez à attribuer en pourcentage, je sais pas si vous avez des KPI particuliers, le volume de new business qui est réalisé grâce aux différents personal branding, ou c'est quelque chose qui est en fait je dirais, en hauteur et que vous pensez être important par rapport au business sans pouvoir vraiment l'attribuer? ouais, en vrai, on n'y arrive pas et je pense que c'est quasiment, c'est se casser la tête d'essayer d'attribuer à ce genre de choses. Mhm. Il y a un moment, tu vois, où c'est assez marrant. Tu vois, t'as de plus en plus de startups qui veulent être ultra data-driven, qui prennent des data scientists pour créer des modèles d'attribution et tout. Mhm. Mais en fait, la plupart du temps, les modèles, ils sont pas précis parce que il y a plein de choses que tu peux pas mesurer et que tu pourras jamais prendre en compte et connaître leur impact. Mhm. Et le deuxième point, c'est mettre des ressources sur des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt. Nous, de notre côté, tu vois, on a une croissance à 2 chiffres tous les mois. Mhm. Donc, on n'a pas levé de fonds, on grossit beaucoup plus vite que certaines boîtes qui ont levé des dizaines de millions. Il y a un moment où ça fonctionne, on sait que ce qu'on fait, c'est apporter de la valeur et essayer de faire en sorte que nos clients soient les plus successful possible. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur dans ce que tu fais, Mhm. que tu aimes ce que tu fais et que tu vois que tu as des bons résultats en business, ça sert à rien de te casser la tête à essayer de te dire, ah, qui a apporté quoi, combien, tout ça. Ça, pour moi, c'est une perte de temps, en fait. Moi, je préfère mettre toute mon énergie dans l'apport et la création de valeur que juste, tu vois, dans me dire, ah, ben, très bien, mon poste, il m'a rapporté 10 euros. Ah, ben, cool. Tu vois, qu'est-ce que ça va me, qu'est-ce que ça va me faire en plus, tu vois? Genre, ouais, cool, ça a apporté 1000 euros, 10 000 euros. Ben, très bien, tu vois. Il faudrait que je refasse un poste comme ça. Ouais, mais non, tu vois, genre, je vais pas refaire le même poste déjà, donc ça sera différent. Et je vais continuer, ça n'empêche pas que je continuerai, tu vois, à essayer d'apporter un maximum de valeur pour aider les gens dans leur quête de liberté, dans leur entreprise ou à grossir tout simplement, tu vois. Ok, ok. C'est comme au casino en fait. Tant que ça marche, tout sur le rouge. En ligne sur le rouge. En l'occurrence, là, ce serait plus le bleu du coup. Mais du coup, juste pour pareil, pour finir avec ce sujet, et puis on va passer un peu à la partie 2, je voulais quand même que tu nous partages un petit peu je sais pas si on peut appeler ça des méthodologies ou des idées que vous avez pour des structures de poste qui fonctionneraient bien sur les réseaux. Parce que ça, c'est un truc, typiquement, dans les boîtes un peu plus corpo, ils ont un peu plus de mal avec ça. Parce que, bah, ok, on peut pas l'attribuer, mais
moi je poste quoi, j'ai pas d'idée, ma vie elle est pas si intéressante que ça, ce genre de trucs, enfin il y a toujours plein d'a priori, etc. Comment est-ce que vous faites pour formater un peu le quotidien de tes collaborateurs en structure de poste qui sont déclinables et qui fonctionneraient éventuellement bien sur les réseaux? Ouais, en fait, aujourd'hui, globalement, l'idée, c'est de partir d'idées. Mhm, Donc, les idées, pour les trouver, c'est soit tu regardes un peu enfin, ce qui est important quand même, c'est de regarder ce qui se fait, tu vois, sur LinkedIn. Donc, déjà, de suivre des gens qui ont des posts qui fonctionnent bien. Ça va déjà te donner un peu d'inspiration sur ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Après, il y a ce côté, il faut être vulnérable et raconter des vraies histoires. mhm, Donc, tous les moments où tu t'es senti mal, tous les moments où tu t'es senti ultra heureux, tous les moments. En fait, ça, faut que tu associes cette émotion à un événement qui s'est passé. Et mhm. après, tu essaies d'analyser pourquoi, tu vois. Et Ok, après, tu regardes si ça peut apporter de la valeur. ok, Par ok. exemple, tu vois, j'ai fait un post là récemment qui avait plus de 2000 likes, qui est un post où j'expliquais que au début de l'entrepreneuriat, quand j'ai lancé l'Emlist, ben en fait, genre j'ai arrêté, tu vois, genre j'ai arrêté de voir mes parents pendant longtemps Mhm, parce que à chaque fois que je les voyais, me posaient toujours la même question, quand est-ce que tu vas te payer un salaire, tu vois. mhm, Et en fait, comme ça me saoulait de toujours devoir leur dire que ben, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, mhm, en fait, au final, j'ai arrêté de les voir pendant un temps parce que j'avais juste pas envie de répondre à cette question et je savais qu'on allait me la poser, tu vois. mhm. Et en fait, tu vois, ça, c'était une expérience personnelle que j'ai partagée. Et donc, du coup, et après, je mettais une conclusion pour les entrepreneurs qui se lancent, où je leur disais, genre, faut rien lâcher, faut persévérer, et il faut toujours penser au futur et ne pas vous mettre trop de pression. Et après, je disais, et à tous ceux qui posent cette question à leurs potes qui ont entrepris, au lieu de faire ça, essayez de vous poser la question sur comment est-ce que vous pourriez les aider à se lancer et à booster leur business, tu vois. Ok. Et donc, du coup, tu vois, ça, c'était une histoire, c'était personnel. Mhm, Et en gros, après, l'idée dans la structure de ton poste, c'est que tu essayes un peu de faire ce qu'on appelle, bon, il y a un framework qui marche bien et qui est utilisé depuis des milliards d'années, c'est AIDA. mhm, Donc, comment je fais pour attirer l'attention? mhm, Donc, moi, par exemple, la première phrase, c'était, j'ai décidé d'arrêter, enfin, de visiter, j'ai décidé d'arrêter de rendre visite à mes parents. Évidemment, quand tu vois cette phrase, tu as envie de savoir pourquoi, tu vois. mhm, Donc là, j'ai eu ton attention. Après, c'est l'intérêt. Donc là, c'est la partie où tu racontes l'action, mhm, donc ce qui se passe. Après, tu veux créer du désir. mhm. Donc, qu'est-ce qui va se passer, comment faire, nanana. Donc là, c'est la partie bah, où justement tu expliques un petit peu plus en détail. Et après, la partie action. Et la partie action, là, c'est typiquement qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aider les gens et qu'ils aient pas à ressentir la même chose que j'ai ressenti, tu vois. Ok. Et donc, tu vois, en structurant un petit peu comme ça ton poste, et après, pareil, tu vois, tu deviens bon copywriter en écrivant souvent. Donc, il faut que tu postes au moins 3 fois par semaine au début Mhm. pour réussir à avoir. Et c'est des trucs ça se perd aussi. Donc, faut jamais arrêter d'écrire. Il faut toujours. Et en fait, une règle aussi qui est importante, et ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le copywriting, Mhm. c'est que tu vois, quand t'es à l'école, on te dit de structurer grand 1, grand 2, grand 3, etc., faire une belle intro, machin, machin. Mhm. Ça marche pas comme ça sur les réseaux sociaux, quoi. L'idée, c'est que chaque phrase te donne envie de lire la suivante. Si j'écris aujourd'hui dans ce post, nous allons parler de pourquoi là c'est mort, tu vois, les gens ils s'en foutent. Par contre, si je mets une phrase choc qui me donne envie de lire la suivante et que la suivante me donne envie de lire la suivante et que rapidement je suis arrivé à la fin du post, Ok. bah ouais, là tu vois, j'aurais fait un bon taf de copywriter et ça fonctionnera bien, tu vois. Ok, ok, ça marche. Bon, bah, du coup, c'est super clair. Les gens ont le framework, ils ont tout. On peut passer à la partie suivante sur le management de marque et particulièrement sur la culture interne. L'Emlist aujourd'hui, c'est une team de 35 personnes, je me trompe? C'est ça, non, 35. exactement. Ok, 35 personnes, donc full remote, quatre coins de la planète, incroyable, Ibiza, tout ça. Et du coup, de ce fait, bah, on peut se poser la question des valeurs et de l'engagement de la team, parce que voilà, c'est une team qui est forcément dispersée. Est-ce que lors de tes onboarding, enfin, comment toi tu fais pour t'assurer qu'une personne elle a bien intégré en fait la culture de votre boîte, puisque théoriquement, bah après ça, bah, la personne va plus vous voir pendant une période assez longue jusqu'à, je sais pas, un séminaire. Je parle physiquement, hein. Évidemment, vous allez faire des Zooms, Mhm, mhm. etc. Mais du coup, enfin, Ouais, c'est la alors, question. ouais, il y a plusieurs trucs. Un, on a des bureaux à Paris quand même. Mhm, Donc, on essaye en temps normal. Enfin, là, en fait, ce qui va se passer, comme la team, elle a bien grossi en un an, mhm, c'est de faire venir les gens régulièrement à Paris. Ensuite, on organise les team building, ce que tu appelles séminaire. mhm. Donc, ça, on essaye d'en faire 3 par an, où on se voit pendant 10 jours avec vraiment tout le monde. Là, on va aller en Turquie en juin avec tout le monde. Donc, ça va être assez cool. Mhm, Donc, au tout départ, en fait, il y a deux choses.
c'est les valeurs, c'est pas au moment de l'onboarding où il faut que tu sois sûr que la personne ait les mêmes valeurs que toi, c'est pendant le recrutement. Ok. Donc là, c'est comment est-ce qu'on fait pendant le recrutement pour être sûr que les gens ont les mêmes valeurs que nous. Et donc là, ça passe par, tu vois, ce qu'on va appeler une scorecard. Donc tu vas mettre dans tes entretiens. En fait, je vais te donner un exemple très con. Pour nous, chez nous, c'est très important que les gens soient curieux et sachent se former. Du coup, une des questions que je vais poser en entretien, c'est quelle est la dernière chose que tu as appris, tu vois. Et donc là, les gens, ils vont me dire, par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi. Le Donc je vais essayer de jardinage. creuser. Ouais, si c'est le jardinage, je vais dire, ok, qu'est-ce que tu as appris, tu vois. Moi, je m'en fous que ça soit un truc perso. J'ai juste envie de comprendre ce que c'était, comment tu as fait pour l'apprendre, c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés au cours de ton apprentissage. Et en fait, en creusant, tu arrives vraiment à voir déjà si, les personnes sont curieux mais restent juste en surface, ou si c'est des personnes qui aiment aller en profondeur. Et là, tu vois, j'arrive à ajuster et voir si ça fit avec nous. Ça, c'est le premier point. Et après, tu vois, j'essaye de l'aligner avec toutes les valeurs de la boîte. Et donc, une fois que l'entretien est passé et que les gens ont été recrutés chez nous, là, il y a une présentation de Kickstart où j'explique en fait la vision de la boîte, la big picture, ce qu'on a prévu de faire et ce genre de choses. Et ça permet déjà de mettre en général la présentation d'intro, elle met en général le feu pas mal parce que voilà, tu vois, genre j'explique qu'on est en train de vivre, on a la chance de vivre quelque chose que très peu de personnes sont en train de vivre. J'explique les gros enjeux, ce qu'on a prévu de faire, notre vision, tout ça. Et ça permet très bien de faire en sorte que les gens soient ultra motivés au départ. Et après, chaque manager va faire en sorte que toutes les semaines, enfin tu vois, on a plusieurs teams, mais en gros, chaque team déjà rencontre son manager au moins une fois par semaine. Après, il y a la partie team meeting où c'est une fois par semaine, toute l'équipe est ensemble. On a ces sessions de brainstorm, donc on passe 1 heure avec toute l'équipe chaque semaine où il y a en gros 20-25 minutes d'update et après 35 à 40 minutes de brainstorm où tout le monde peut discuter, tout le monde peut parler, tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de garder cette culture très présente dans toutes nos interactions. Et après, en communication, on a deux choses. On a Slack et aussi Lemverse, qui est un outil que mon CTO a créé, qui est un petit jeu vidéo où en fait, c'est un monde parallèle où tu te déplaces et dedans, dès que tu vois quelqu'un, dès que tu t'approches de lui, en fait, ça ouvre automatiquement ta caméra et sa caméra et tu peux commencer à parler, tu vois. C'est Et, stylé. et ça, c'est cool, tu vois. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir à quoi ça ressemble, t'as Vianney, mon CTO, qui a fait un post sur LinkedIn là-dessus, sur l'Inverse, avec une petite vidéo démo, et tu peux voir un petit peu le truc, mais c'est vraiment kiffant, quoi. Eh ben, ça a l'air extrêmement stylé, vraiment ça va donner envie d'aller voir le post. On va clôturer gentiment le podcast en abordant le dernier sujet qui va être le recrutement. Aujourd'hui, voilà, tu m'as cité en intro beaucoup de chiffres, Lemlist, voilà, c'est une startup en hyper croissance, etc. Mais ceci dit, voilà, ça reste une petite équipe, c'est pas un grand groupe et ce genre de truc. Et qui dit Ouais. hyper croissance dit projet ambitieux, mais chez LVMH aussi, par exemple, on a un projet qui est très ambitieux. Et du coup, ma question, c'est comment vous faites pour rester compétitif finalement sur l'attraction des talents avec le projet Lemlist? C'est quoi les arguments qui reviennent le plus quand vous recrutez des collaborateurs pour aller travailler chez Lemlist contre, je sais pas, aller travailler chez Salesforce ou tout autre grand groupe, quoi. Je pense, en fait, pour moi, tu vois, typiquement, si quelqu'un qu'on a pris en entretien me dit j'hésite entre l'offre que j'ai reçue chez Salesforce et celle de chez Lemlist ou celle que j'ai reçue de chez Amazon ou celle de chez Lemlist, Mhm, moi, je lui dis par chez Salesforce ou par chez Amazon. mhm, Parce qu'à partir du moment où tu hésites, c'est que t'es pas un bon fit avec nous, tu vois. mhm, Ça, c'est le premier truc. Ensuite, après, je pense que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, tu vois, on met une offre, on a dans les 48 heures plus de 100 personnes qui postulent. Parce que les gens savent, déjà, on paye très bien. mhm, Ensuite, on met des gros bonus à la fin de l'année, donc c'est un truc en plus que tout le monde reçoit d'ailleurs dans la team. mhm. Donc c'est pas que des bonus pour des sales ou quoi, c'est tout le monde à la fin de l'année. Là, par exemple, cette année, chacun va prendre, je pense, entre peut-être 12-13K et 20K, quoi, tu vois, Ok, de bonus. ok. Donc ça, tu vois, au niveau compétitif, au niveau des salaires, je pense que c'est important. Mhm, Tu peux pas demander à des gens d'être dans un univers de start-up, de sacrifier énormément de choses, et à côté de ça, de pas aussi, si la boîte financièrement est en train d'exploser, de pas essayer de leur faire croquer un petit peu une part du gâteau. Donc ça, c'est important pour nous. mhm, Ensuite, à côté de ça, il y a évidemment, donc ça c'est la partie financière qui pour moi est secondaire, mais importante, mais très secondaire. Et la partie la plus importante, c'est vraiment le fait que chez nous, en gros, on recrute que des personnes qui sont brillantes. Donc mhm, en fait, quand tu rentres, en fait, t'es ultra stimulé parce que t'es qu'avec des gens qui ont envie de se dépasser, qui adorent apprendre, qui sont extrêmement autonomes mhm, et qui, en plus, tu vois, il y a ce côté vraiment famille, petite équipe. Notre objectif, c'est pas de faire une équipe de 1000 personnes, tu vois. On mhm, veut rester avec la plus petite équipe possible le plus longtemps possible.
parce qu'on pense que c'est avec la contrainte qu'on fait les choses les plus créatives, et nous, on est une équipe ultra créative au global. Et donc, en fait, ça, c'est en général, on arrive à attirer, tu vois, des super talents, et c'est ça qui est très cool et qui est génial, en fait, parce qu'on s'amuse tous, en fait, on s'éclate quand on arrive au taf, et on n'a pas l'impression de travailler, en fait, chez Lemlist. Ça, c'est cool. Ok, bah super. Il nous reste 5 minutes, on va clôturer avec le Fast and Curious version brand. 3 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Guillaume, est-ce que t'es chaud? Allez, je suis chaud. Ok, pour le personal branding, t'es plutôt avoir fait HEC ou une école d'ingénieur? Ah, putain. HEC, allez. Ok, niveau client, t'es plutôt closing de 1000 startups ou d'un grand groupe? 1000 startups direct. Ok, et niveau produit, t'es plutôt amélioration de fonctionnalités existantes ou ajout de nouvelles fonctionnalités? Ah, putain, je suis un peu trop dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais c'est un problème. Il faut que j'arrête avec ça. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, pour finir, Guillaume, c'est ton moment. Quelle est ta question pour moi? Alors, ma question pour toi, si demain tu dois lancer une boîte, qu'est-ce que tu fais? Oh, si demain je dois lancer une boîte, bah à la base c'est marrant parce que je viens d'en lancer une, elle a pas fonctionné. Donc, du coup, j'avais lancé une agence et en vrai, pour moi, si demain. Attends, la question, il faudrait que je reformule. Est-ce que j'ai des sous ou j'ai pas de sous pour faire le truc? Allez, on dit que tu as budget illimité. Tu fais ce que tu Ah, veux. j'ai budget limité. Ouais. Incroyable. Bah là, ça a pété la levée de fonds, tout ce que tu veux. Là, je lance une boîte tech directement. Là, il n'y a pas de débat. Là, je t'aurais dit un truc plus low cost dans le conseil où on va faire de la croissance gentiment et tout. Mais non, là, on a budget limité. On va chercher Google, hein. Nouveau moteur de recherche, Nouveau du coup. moteur de Ok. recherche plus fort que tout. Non, je pense que c'est sûr que je lance une boîte tech parce que pour moi, si on a le budget, autant faire un truc qui change le monde, quoi. Quand on Ok. regarde les habitudes aujourd'hui et la vie qui était en l'an 2000 quand moi je suis né et en 2021, c'est quand même une petite différence. Donc, donc c'est sûr, je lance une boîte tech. Après, est-ce que c'est un marketplace, un moteur de recherche? Je sais pas. Je t'avoue que là, comme ça, il faudrait que j'aille voir énormément de personnes dans un premier temps pour m'assurer que je vais pas faire n'importe quoi avec cet argent illimité. Et, et après, c'est sûr que j'essaie de m'entourer au maximum correctement pour avoir des gens brillants pour faire un truc incroyable et aller chercher Jeff Bezos. Exactement. Bon, sur ce, on va clôturer l'épisode. C'est toujours un plaisir de recevoir des invités aussi pertinents. Super épisode aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 27 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. C'est toujours gratuit. Voilà, c'est disponible pour un podcast sur YouTube. À nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça aide à remonter dans le classement et dans la catégorie marketing, vous le savez déjà. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 du Brand Podcast à 10h. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt. Ciao Eddie, merci pour l'invite.